Vraisemblablement, sur les bords de la Blise, une collonge aura été connue sous le nom de l'Interdigne, ou sous un nom analogue. Plus tard, le château du seigneur s'est construit dans le voisinage, et la ferme primitive est devenue un hameau. Monsieur Jules Tilloy, 1865. Les donjons de l'époque capétienne ont de nombreux points communs. Ainsi, presque toutes ces fermes fortifiées sont situées à mi-hauteur d'une pente. Tous les donjons ont 3 étages et les murs s'amincissent vers le haut. Ils se ressemblent également par leurs fenêtres. Après la fin de la dynastie capétienne, de nombreux donjons de ces fermes fortifiées ont été transformés en clochers. C'est la raison pour laquelle il existe encore aujourd'hui 17 tours en France, et 4 tours en Allemagne. Les sources historiques de l'époque rapportent que le nouveau château a été construit sur une ancienne forteresse. Il y avait probablement un petit château fort de l'époque capétienne à l'emplacement du château. Comme le fossé sud n'avait pas encore été creusé, le grand plateau n'existait pas non plus. Par conséquent, le château ressemblait probablement au château de Bebelzem, ou Rheims. Il faudrait examiner si le donjon de l'époque capétienne a été conservé, et si, plus tard, la tour de guet a été construite autour du donjon, dotée d'escaliers et surélevée de 2 étages. Au début de la féodalité, les anciennes fermes de la vallée de la Sarre étaient à l'époque appelées « Dignes » ou « Dimhof ». Jusqu'à la fin de la guerre de 30 ans, le château s'appelait Frohambur, et le village l'Interdigne. Après la guerre de 30 ans, le château et le village s'appelaient Frohamberg. De l'allemand Frohambur, château des dames, ou de Frohamberg, mont des femmes. Le nom de la commune ne change pas pendant l'annexion allemande de 1871 à 1918. Frauenburg, en Francique-Lorrain. Au milieu du XIVe siècle, le pays de Frauenburg passa du comté de Saarbrück à Arnoul V de Sierck. Afin de protéger la route commerciale, reliant les Flandres à la Lombardie, les seigneurs de Sierck firent construire un château sur leur domaine de l'Anterdingen. La seigneurie avec le château de Frohambur, et le village de l'Anterdingen, était un terre d'empire et faisait partie du Saint-Empire allemand. Pour la construction du château, on fit remblayer un plateau, de 130 mètres à 50 mètres, à mi-hauteur d'un versant oriental surplombant la vallée de la Blie, en creusant un profond fossé au sud de l'ouvrage. La première mention documentaire, datant de 1370, décrit le château avec une tour de guet, accolée au bâtiment principal, comme le siège de la seigneurie de Frauenburg. Le château de Mur-d'Anneau, construit dessus en grès calcaire, extrait sur place à un plan quadrangulaire, de 48 mètres de long, et 29 mètres de large au nord, et 25 mètres au sud. Le mur d'enceinte avait une hauteur de 9,7 mètres. L'entrée du château, autrefois munie d'un pont-levis, se trouvait sur le côté nord, face au village. En raison de sa situation, le château sur la pente est par nature très difficile à défendre sur son côté ouest.
ce côté de l'enceinte, avec une tour de guet à l'est, d'un diamètre de 8,5 mètres, et d'une hauteur de 23 mètres, a été renforcé vers 1450, par un grand donjon à l'ouest, d'un diamètre de 15 mètres, et d'une hauteur de 16 mètres. En 1455, à la mort d'Arnold VI de Sierck, la seigneurie passa par héritage au comte de Linningen. Vers 1600, le pont-levis fut renforcé par les seigneurs d'Eberstein, qui bâtirent un mur d'enceinte avec 2 tourelles, et une porte. Au sud et à l'est, on construisit un mur de soutènement de 5 mètres de haut, qui devait empêcher la terrasse de glisser dans la vallée. Au fil du temps, une maison pour les femmes, une maison de maître, et une maison pour un bailli, ont été construites à l'intérieur du château. D'après les connaissances actuelles, le château ne disposait ni de meurtrières ni de créneaux, ce qui réduit considérablement sa capacité de défense. En 1633, le château de Frauenburg fut pris par les Suédois, lors des troubles de la guerre de 30 ans, et démantelé en 1634, sur ordre de Richelieu. Le chevalier de Merlin acquit le château en 1686, et reconstruisit la partie du château située à l'est, dans le style baroque de son époque. De 1785 à 1791, la première fabrique de faïence de Nicolas Villeroy se trouvait entre les 2 tours, avant qu'il ne s'installe à Vaudrevange en 1789. La Révolution provoqua son déclin, et son abandon définitif, à partir de 1793. Les vestiges du château présentent les caractères suivants. Un plan quadrangulaire de taille moyenne, des murs très épais, des parements peu soignés, des tours dont les rez-de-chaussée sont aveugles, de rares fenêtres, pas de créneaux, l'absence d'ouverture de tir comme les archères. Les meurtrières ou les canonnières qui réduisaient les capacités défensives. Les constructeurs ont privilégié la défense passive. Tous ces critères conduisent à situer la construction au milieu du XIVe siècle. À ce titre, le château mérite des mesures de protection car les édifices de cette époque conservés en Lorraine sont peu nombreux. Notamment le donjon rond datant du XVe siècle qui est le seul du genre existant encore en Lorraine. De plus, il fait partie du réseau castral mis en place par le puissant lignage des sires de Sierck. Des recherches dans les archives allemandes conduiraient à préciser l'organisation de la construction du XVIIe siècle. À l'ouest de l'enceinte, le grand donjon circulaire se lézarde, et s'écroule chaque jour davantage malgré l'épaisseur et la solidité de sa maçonnerie. Au milieu de cette décadence générale, la grande tour du nord reste seule debout, solide et presque intacte, bien que découronnée. Au milieu de l'un de ces jardins, s'ouvre une cave assez profonde. La tradition veut y voir l'entrée d'un souterrain qui descendait la montagne, paissait sous la Blise, et donnait au maître du château une issue mystérieuse, dans la plaine de Abkirchen. Aujourd'hui, les constructions modernes ont disparu presque complètement. Du second château il ne reste plus qu'un grand pignon, percé de baies nombreuses et irrégulières. Monsieur Jules Tilloy, 1865.
Le côté nord. La courtine de 21 mètres de long sur 9,70 mètres de haut qui reliait les deux tours a disparu. La marque de la hauteur de sa balustrade reste cependant bien visible sur la tour de guet. Dans le mur épais de 2 mètres était percée la porte principale, protégée par un pont-levis enjambant un fossé sec. Devant celle-ci se trouvait une avant-cour séparée de l'extérieur par une porte flanquée de 2 tourelles reliées au mur d'enceinte, comme on peut le voir sur le plan cadastral de 1815. La courtine est. À l'origine, on y trouvait, adjacente à la maison des femmes, la maison de maître, construite vers 1460. Aujourd'hui, la courtine est divisée en 2 parties bien distinctes. La section nord de 28,50 mètres de long qui correspond au mur du bâtiment construit vers 1686. Les 12 premiers mètres du mur, en partant du nord, mesuraient 9,70 mètres de haut, sur 2,35 mètres d'épaisseur. Sur les 16,50 mètres restants, seul le mur du rez-de-chaussée présentait une telle épaisseur. Sur les étages, celle-ci n'était plus que de 60 cm. De cette ancienne façade de 16,50 mètres de long du bâtiment à 3 étages, seule la moitié nord est conservée. Le rez-de-chaussée comportait 2 pièces, chacune avec 2 petites fenêtres rectangulaires, dont 2 sont encore conservées. Au premier étage, il reste 3 des 5 grandes fenêtres rectangulaires avec arc, dont une se trouve dans le mur de défense d'origine et 2 sont attribuables au bâtiment baroque. Du deuxième étage, il ne reste qu'une petite section qui possède encore 2 des 4 petites fenêtres d'autrefois. Un angle de mur avec une ouverture de fenêtre marque l'extrémité du bâtiment d'un peu plus de 10 mètres de large. Sous la moitié nord du bâtiment baroque, se trouve une cave en sous-sol de 8,10 mètres sur 5,60 mètres, avec une voûte en berceau. La section sud du mur de défense, longue de 19 mètres, est entièrement détruite. Le mur de soutènement de la terrasse, de l'ancien mur de soutènement oriental de 130 mètres de long et de 5 mètres de haut, il reste aujourd'hui environ 40 mètres après la remise en état de 2020 à 2021. Le parapet qui dépasse du sol a une épaisseur de 60 cm. On peut encore voir un contrefort entièrement conservé à l'extrémité sud du mur, et un autre fragment à l'extrémité nord du mur. De plus, des restes de murs non rénovés sont encore bien visibles dans la partie nord. Le tronçon sud a été complètement perdu. La courtine sud. Le bâtiment sud, la maison du bailli, construit vers 1600, a disparu. Seule trace de sa présence, la présence d'une ancienne évacuation d'eaux usées dans la courtine sud. Les angles de la courtine, longue de 25 mètres et épaisse de 2,20 mètres, sont constitués de gros blocs de calcaire à même d'assurer le maintien du mur autrefois haut de près de 14 mètres. Aujourd'hui, celui-ci ne mesure plus que 3,60 mètres de haut et soutient le plateau du château côté terrasse sud. La grande tour nord-ouest. Le donjon du château, rond à l'extérieur, carré à l'intérieur, d'un diamètre extérieur de 15 mètres et d'une hauteur initiale de 16 mètres, protégeait l'angle le plus menacé du château. Il est curieux qu'il n'ait été ajouté à l'angle nord-ouest du mur d'enceinte que vers 1450, soit environ 100 ans après la construction du château. Le rez-de-chaussée comportait une pièce carrée sans fenêtre de 6,35 mètres de côté, avec une voûte en berceau. Un escalier courait en arc de cercle du rez-de-chaussée au premier étage vers une porte par laquelle on accédait à une pièce également carrée, de même taille. La lumière était assurée par une fenêtre à niche encastrée dans le mur nord, dont l'arc de décharge formé de pierres plates posées verticalement est encore bien conservé. De plus, pour chauffer la pièce d'habitation, il y avait une cheminée dans le mur ouest,
dont on peut encore voir les restes et deux conduits. Le faux plafond du deuxième étage n'existe plus, à l'exception des appuis des poutres. Un escalier en colimaçon, éclairé par une fenêtre donnant sur la cour du château, menait au deuxième étage. Il n'en reste que la cage d'escalier ronde, sans encastrement visible pour les marches. À mi-hauteur de cet escalier, entre le premier et le deuxième étage, un couloir bien conservé avec une demi-voûte en berceau donnait accès à une fenêtre côté sud qui permettait de couvrir le mur de défense ouest. On accédait à la pièce d'habitation du deuxième étage par une petite antichambre située sur le côté nord et du donjon, où l'on peut aujourd'hui voir l'angle du mur de défense, dégagé par la démolition. La grande pièce du deuxième étage avait 3 fenêtres, encore vaguement reconnaissables. La fenêtre ouest était décalée vers le nord par rapport au centre de la pièce, afin d'éviter le conduit de la cheminée du premier étage. Pour pallier un affaiblissement de la maçonnerie par 2 fenêtres directement superposées, la fenêtre nord du deuxième étage a été légèrement déplacée vers l'est. Comme la cage d'escalier se termine au 2e accent grave étage, il n'y avait probablement pas d'autre étage en dur. On ne sait pas non plus s'il y avait un toit de tour, mais il est possible que le donjon ait eu un 3e accent grave étage sous forme d'une construction à colombage, vraisemblablement recouvert d'un toit en bardeaux ou en tuiles de terre cuite. La petite tour Norée, ou tour de guet. D'un diamètre extérieur de 8,50 mètres sur une hauteur de 20 mètres, elle était aplatie sur son côté sud. Ces 6 étages d'origine ont existé jusqu'aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Les 4 étages, rez-de-chaussée plus étage 1, 2 et 3, qui subsistent aujourd'hui étaient composés chacun d'une unique pièce ronde de 2,50 mètres de diamètre. Il en était de même pour les 4e et 5e étages, aujourd'hui disparus, dont les diamètres étaient cependant respectivement de 4,50 mètres et 5,50 mètres. La pièce du rez-de-chaussée n'avait pas de fenêtre et son plafond était autrefois voûté. Un escalier situé dans le mur extérieur de la tour et éclairé par 2 fentes de fenêtres permettait d'accéder au premier étage. De là, un autre escalier menait au 2e étage, où se trouvaient les portes donnant sur les murs de défense et nord. Un nouvel escalier permettait ensuite d'accéder au 3e étage, dont la structure était similaire à celle du 2e étage, mais qui disposait en plus d'une fenêtre orientée vers l'est. Des 3 fenêtres qui existaient à l'origine au 4e étage, il en reste encore une, orientée vers l'ouest. Le 5e étage, qui disposait également de 3 fenêtres, a disparu. On ne sait pas s'il y avait un toit sur la tour, mais il est probable qu'elle ait eu un 6e étage supplémentaire en colombage, certainement recouvert d'un toit en bardeaux ou en tuiles d'argile. La maison des femmes. Hormis la marque du mur de séparation en pierre détectée grâce à un sondage radar, il ne reste plus grand-chose de l'ancienne maison à colombage de 3 étages de 6 mètres, sur 6 mètres. Sur le côté aplati de la tour de guet se trouvent encore les restes d'un conduit de cheminée de la cuisine, à côté de l'entrée d'une cage d'escalier coudée. Les trous des poutres des faux plafonds, des cloisons et d'une panne centrale du toit sont également reconnaissables. Il est impossible d'établir avec certitude si la fenêtre dans le mur de défense orientale existait déjà avant la reconstruction du XVIIe siècle.
La reconstitution en 3D du château dans sa plus grande extension vers 1600 permet de faire une visite virtuelle du château. On s'approchait du château par un chemin qui est aujourd'hui une impasse et qui s'appelle rue des Verges. Ce chemin, qui longeait le côté ouest de l'ancienne ville de Lanterdingen, montait en pente douce vers le plateau du château, en passant à gauche de l'ancienne carrière. L'actuelle rue du château aurait été beaucoup trop raide pour les charrettes. La vue de l'imposant côté nord du château, avec son haut courtine, sa tour de guet, et son donjon, devait être très impressionnante. On accédait à l'avant-cour du château par une porte flanquée de 2 petites tours. La barbacane protégeait le pont-levis qui enjambait un fossé sec. La courtine nord permettait d'accéder à la tour de guet. À partir du 4e étage, on peut voir que la tour est aplatie sur le côté sud. De là, on avait une vue sur le donjon d'en face et le pont-levis. De la fenêtre nord, on pouvait voir le flanc de la colline du château, qui donne sur le village. Le 5e étage, complètement détruit, avait également 3 fenêtres. Seule la fenêtre ouest était légèrement tournée vers le nord, pour regarder au-delà de la barbacane. On accédait au donjon par la courtine nord. À droite, devant la cage d'escalier, se trouvait une antichambre pour accéder à la pièce d'habitation du 2e étage. Ce vestibule avait une fenêtre, d'où l'on pouvait défendre la barbacane. Dans la grande pièce du 2e étage, il y avait 3 fenêtres à niche. La fenêtre nord donnait sur le plateau du château en direction du village. La fenêtre ouest permettait de voir le versant est escarpé, difficile à défendre. La fenêtre sud donnait une vue sur la courtine ouest. Entre les 2 étages, un couloir menait à une fenêtre qui servait à défendre le mur ouest. De là, l'escalier en colimaçon menait au 1er étage. Dans cette grande pièce, il y avait une cheminée et une fenêtre à niche orientée vers le nord.
Cette fenêtre donnait également sur le plateau du château, en direction du village. Une porte dans le mur et permettait d'accéder à la cage d'escalier. Une fenêtre donnant sur la cour du château éclairait la cage d'escalier, menant au rez-de-chaussée. La grande pièce du rez-de-chaussée n'avait pas de fenêtre, et était dotée d'une voûte en berceau. Entre la porte du rez-de-chaussée et celle de la cour du château, la cage d'escalier bifurquait. En face de la porte du donjon, se trouvait la maison des femmes. Le rez-de-chaussée disposait d'un escalier, et de 2 pièces, dont l'une était la cuisine. L'un des 2 conseillers du premier étage disposait probablement d'une fenêtre à niche orientée vers l'est. Une échelle, ou un autre dispositif, permettait d'accéder du grenier à la courtine nord. Un étroit passage reliait la porte ouest à la porte sud du donjon. De là, on accédait à la courtine orientale avec vue sur la cour du château. Depuis l'angle sud et de la courtine, on avait une vue sur le côté et du château. Depuis le coin sud-ouest de la courtine, on avait une vue sur le côté ouest du château. Depuis le donjon, on avait une bonne vue dans toutes les directions. La haute tour de guet était visible de loin. De là aussi, on pouvait voir loin dans la vallée de la Blie.